Bonjour, voilà, donc je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui à 19h30 pour un petit live ensemble, sans doute le dernier de mes vacances, donc le dernier ici à Martigues. Et donc aujourd'hui, je vous avais proposé qu'on parle ensemble des abords en CSO et qu'on voit un peu comment essayer de, comment dire, de prendre un peu de recul, d'être un peu plus relâché et de moins se prendre la tête sur ce qui est bien souvent le truc le plus inquiétant à l'obstacle. C'est vrai que je me suis rendu compte que énormément de cavaliers s'inquiétaient de sauter, s'inquiétaient à l'obstacle du fait d'un mauvais abord, d'une mauvaise foulée, d'une mauvaise distance en règle générale. C'est un petit peu ce qui ressort de tous les échanges que j'ai avec des cavaliers plus ou moins expérimentés à l'obstacle. En tout cas, c'est la grande inquiétude des cavaliers, on va dire, de niveau amateur. Alors, avant de commencer, il faut que je vais prendre le temps de faire un petit distinguo entre les abords et la foulée, la place ou la distance. Ça dépend un peu de comment, comment dire, le terme qu'on utilise. Mais en fait, donc tout ce qui est place, distance ou foulée, globalement là-dedans, on parle de la distance qui va séparer la battue d'appel du cheval à l'obstacle. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que beaucoup de cavaliers s'inquiètent à l'obstacle, c'est qu'ils s'imaginent que pour sauter correctement, pour sauter de manière aisée, en confiance, sans faute, enfin voilà, sauter correctement, il faut que la place soit idéale. Et donc, du coup, il ne s'inquiète que d'une chose quand il saute, c'est de cet aspect un peu mathématique, un peu géométrique, c'est-à-dire si pour sauter tel obstacle, je suis à cet endroit-là précis, avec tant de centimètres de l'obstacle, ça va être idéal. Donc du coup, comme je le dis dans mon article sur le blog ou dans le livre, euh, du coup, on voit des cavaliers qui sont un petit peu presque les yeux écarquillés pour voir de loin où est-ce qu'ils vont atterrir et qui s'inquiètent parce que du coup, 5 centimètres trop près, trop loin, trop machin, trop bidule, le saut va pas être idéal. Alors du coup, pour commencer en faisant ce distinguo, donc vous avez effectivement donc d'un côté la place, c'est-à-dire l'endroit où avant le saut, le cheval va venir frapper avec ses antérieurs puis les postérieurs avant de sauter. Et donc la distance qui le sépare de sa dernière battue, qu'on appelle la battue d'appel, de l'obstacle. Donc ça va être la foulée ou la place ou la distance. Communément, c'est les trois termes qu'on utilise pour parler de ça. L'abord, eh bien en fait, l'abord c'est différent dans le sens où ce que l'on entend par abord, ça va plus être du domaine de la manière dont vous amenez votre cheval pour sauter. Donc là, on parle plus de ce qui va finalement être les qualités d'un bon abord ou les paramètres de l'abord. Donc là, on sort un peu de l'aspect géométrique du truc pour rentrer. Salut Hugo, ça va super. Et toi, tes chevaux d'endurance, ça a été? T'as réussi à en faire ce que tu voulais? Écoute, n'hésite pas à me tenir au courant. Donc voilà, donc du coup, l'abord, on est, voilà, encore une fois, un peu plus dans le domaine de la manière dont on emmène notre cheval pour aller sauter. Donc du coup, évidemment, les qualités d'un bon abord vont être primordiales pour sauter correctement. Je vous expliquerai ensuite pourquoi est-ce qu'il faut qu'on arrive à nous concentrer davantage sur le bon abord plutôt que sur la bonne foulée. Parce que, un petit aperçu tout de suite, parce que c'est pas parce qu'on a une bonne foulée, donc un côté battu d'appel idéal en termes de géométrie par rapport à l'obstacle, qu'on aura un bon saut si on n'a pas un bon abord. Par contre, si on a un bon abord, on réunit toutes les qualités de l'abord, mais qu'on n'a pas une place idéale, en fait finalement le saut sera meilleur que le contraire. Donc, les qualités d'un bon abord, qu'est-ce que c'est? Ça va être, vous en avez entendu tous parler, je ne vais rien inventer. Moi, je sais,
Donc si certains de mes cavaliers, là je vois qu'il y a Océane, salut Océane qui vient d'arriver, voilà, si mes cavaliers étaient là, ils vous diraient tous en chœur, oui, oui, ils nous bassinent avec ces trois mots qui sont finalement la base, et j'espère qu'on vous répète ça et qu'on vous le répète. Les qualités d'un bon abord, c'est arriver devant l'obstacle, droit, perpendiculaire et au milieu. C'est tout. C'est tout. Les qualités d'un bon abord, c'est arriver droit, perpendiculaire et au milieu. La priorité absolue pour sauter correctement n'importe quel obstacle, et quand je vous dis n'importe quel obstacle, je sais de quoi je parle, puisque quand je vais travailler chez des cavaliers qui sautent les épreuves qu'on voit à la télé, finalement, vous prenez le cours particulier qui vous coûte une blinde, hein, faut pas se voler la face, pour qu'on vous dise t'es pas au milieu, t'es pas droit, plus dans la rectitude, saute droit, aborde droit, saute droit, réceptionne droit, et ainsi de suite. Tu vois, Océane, vous voyez, je raconte pas que des âneries. Donc, droit, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la plupart du temps, on entend par droit, on imagine que droit, en fait, c'est venir droit face à l'obstacle, c'est-à-dire pas tordu. Donc là, on parle de la rectitude. Il faut que votre cheval euh, saute droit. Donc il arrive, là c'est vraiment oui, la rectitude hein, du plat qu'on transpose à l'obstacle et pas les hanches comme ci, les hanches comme ça. On n'entend pas forcément le fait de sauter de biais un obstacle ou vraiment perpendiculaire, puisque là du coup on arrive sur la deuxième qualité, le fait d'arriver perpendiculaire. Donc même si votre cheval saute de biais, il doit être droit, il doit être dans la rectitude. Tout simplement pour éviter qu'un postérieur n'ait à pousser plus fort que l'autre ou qu'une épaule se décale et du coup avoir un saut un petit peu bizarre, ou en tout cas pas symétrique. Donc là, la première qualité, on aborde avec un cheval qui, lui, est droit. Ensuite, perpendiculaire. Évidemment, il est beaucoup plus facile pour un cheval de sauter un obstacle perpendiculaire, même si, de manière très naturelle, eux font pas cet effort-là. Alors, perpendiculaire, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein, j'espère que tout le monde est allé à l'école au moins jusqu'à ce niveau-là en termes de maths. Donc, perpendiculaire, pourquoi? Parce que c'est très complexe pour un cheval de sauter correctement un obstacle dès lors qu'il n'arrive pas perpendiculaire. Là, j'entends par exemple arriver de biais. Du coup, là, il faut des chevaux beaucoup plus expérimentés, tout simplement parce que dans leur gestuelle, il va falloir, si vous arrivez de biais, qu'ils prennent en compte que une épaule va devoir sauter en ayant beaucoup plus de terrain à franchir et l'autre va être sollicité beaucoup plus rapidement, puisque comme vous arrivez de biais, et ben du coup, voilà, je ne sais pas si on voit vraiment, de biais, du coup, il y a une épaule qui est beaucoup plus proche que l'autre. Bien souvent, les chevaux peuvent faire faute antérieure sur un vertical du côté où on est très court par rapport à l'obstacle. Et de notre côté, un des deux postérieurs va être beaucoup plus sollicité pour pousser beaucoup plus loin, notamment quand on arrive sur des auxerres de biais, puisque, encore une fois, quand vous arrivez de biais, il y a un des deux postérieurs qui a beaucoup plus de terrain, de longueur de saut à réaliser que l'autre. Donc, pour le cheval, et notamment le jeune cheval, le cheval peu expérimenté, c'est assez complexe quand même de sauter correctement de biais. Du coup, voilà, le fait d'arriver perpendiculaire, c'est beaucoup plus facile pour eux et c'est donc la deuxième des qualités d'un bon abord. Et la troisième, c'est au milieu. Donc là, encore une fois, la troisième qualité, donc sauter au milieu. Alors ça, j'espère qu'on vous bassine vraiment, il n'y a pas d'autre mot, qu'on vous bassine avec ça parce que c'est primordial pour sauter correctement. Alors évidemment, c'est comme le fait de sauter perpendiculaire, hein, sauter au milieu. Là, j'écarte tous les sauts au barrage pour gagner où on va prendre un maximum de risques. Là, je cherche à ce qu'on saute le plus facilement possible pour prendre confiance, faire prendre confiance à notre cheval et continuer de progresser. Peu à peu, quand on est expérimenté, on va pouvoir se permettre de prendre de plus en plus de risques sur certains de ces qualités puis des paramètres. Donc, la dernière qualité, le fait de sauter au milieu. Pourquoi? Déjà parce qu'encore une fois, c'est quand même beaucoup plus facile pour le cheval
de bien se jauger s'il est pile au milieu de l'obstacle, mais surtout, il faut pas se voiler la face, parce que plus vous êtes au milieu, moins vous prenez le risque que votre cheval parte sur le côté. Si, parce que ça je l'explique souvent à mes cavaliers, ou aux cavaliers en règle générale, dès lors que vous sautez un obstacle, une ligne de plusieurs obstacles, naturellement votre cheval va être tenté de se décaler de plus en plus d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est assez naturel chez l'ensemble des chevaux. Si vous le laissez faire, le premier, vous êtes à peu près au milieu. Puis le deuxième, vous êtes un peu décalé à droite, par exemple. Puis le troisième, encore un peu plus décalé à droite par rapport au milieu du troisième obstacle. Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Il y a bien un moment donné où, si vous ne faites rien, votre cheval va être tellement décalé à droite que du coup, il va passer à droite de l'obstacle. Donc, ça c'est tout bête, hein, mais évidemment, pour sauter un obstacle correctement, pour l'aborder au mieux, bah, il faut l'aborder au milieu pour éviter de passer à côté. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire prendre conscience très vite à mes cavaliers, même quand on en a, donc c'est plutôt la monitrice qui en a de tout petit niveau, que si les enfants, les cavaliers enfin, pas encore expérimentés, laissent s'instaurer le fait de ne pas venir sauter au milieu chez leur cheval, peu à peu, ben, ce défaut va s'amplifier, 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 jusqu'au moment où tout le monde va être surpris, en tout cas le cavalier va être surpris que le poney ou le cheval passe à côté, et à ce moment-là, on se réveille. C'est trop tard. C'est dès qu'on se rend compte qu'on n'est pas pile au milieu qu'il faut tout de suite réagir pour remettre correctement le cheval sur les bons rails et éviter que ce défaut s'amplifie, s'amplifie, s'amplifie de manière voilà, insidieuse, on fait pas trop attention. Bon, il était un peu à droite, mais c'est pas très grave. D'habitude, il le fait pas. Bon, il a fait un petit peu plus, mais bon. Et puis, oui, mais là, c'était l'auxerre du concours, et puis là, c'était le trip, c'était un peu plus haut que d'habitude. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas être rigoureux, mais au moment où le cheval passe à côté, là, d'un coup, on va sortir la cravache, on va lui mettre 2 coups de whip sur le cucu, on va sortir de piste en étant ah, je suis dégoûté, il est passé à côté, alors qu'en fait, on avait un tout petit effort à faire à un moment donné, qu'on n'a pas fait parce qu'on avait plein de bonnes raisons de ne pas le faire, pour finalement se retrouver à avoir à faire machine arrière sur le travail et la progression du couple, parce qu'on n'a pas voulu à un moment donné se forcer à être rigoureux. Et là, d'un coup, la montagne, évidemment, la montagne à gravir entre rectifier un tout petit peu et ramener au milieu un cheval qui a pris le réflexe de passer à côté, c'est quand même nettement différent. Donc voilà tout simplement les trois qualités. Donc je vous répète, droit, je parle donc de la rectitude, perpendiculaire par rapport à l'obstacle, ça sera toujours plus facile que de biais, et au milieu, bah, tout simplement pour s'éviter de passer à côté. Donc ça, ce sont les qualités d'un bon abord. Donc évidemment, pour comment dire, pour avoir un abord de qualité, il faut mettre en place des choses, il faut mettre des ingrédients. Et c'est là où mon idée fixe que le CSO c'est facile va rentrer en ligne de compte. Alors, je le dis souvent aux cavaliers qui viennent me voir pour la première fois avec des soucis à l'obstacle, ou quelquefois on a des cavaliers, surtout dans la partie centre-équestre, qui viennent, qui montent et qui en fait ne veulent plus sauter parce qu'ils se sont fait peur, ils ont eu une mauvaise expérience, ils sont tombés, enfin bon, peu importe. Et donc du coup, quand je discute avec eux, j'essaie de leur expliquer que nous, avec la monitrice, on va essayer de les remettre en confiance parce que le CSO c'est facile. Alors du coup, évidemment, comme ils ont un peu peur, ils vous regardent de manière un peu, oui, toi tu dis ça parce que tu fais tous les jours, machin, tout ça. Non, en réalité, le CSO, je suis convaincu que c'est facile parce que on a en tant que cavalier, si on apprend les choses correctement et si on les fait correctement, qu'une seule chose à gérer à la fois. Alors ça étonne très souvent quand je dis ça, notamment les cavaliers peu expérimentés, parce que c'est vrai que quand on les voit sortir de leur parcours, ils semblent asphyxiés. Alors le 1 ça va à peu près, puis le 2, puis le 3, puis hop, le 4, le 5, le hop, et puis du coup tout s'enchaîne, et puis le cheval il est comme ci, il est comme ça, machin et bidule. Et du coup effectivement ils sont débordés de trucs à faire. Alors là en plus pour un peu qu'on entende le coach ou je ne sais qui, redresse-toi, mets les jambes, avance, tourne, fais ci, fais ça, de l'équilibre, pas d'équilibre, avant c'est un auxerre, retiens le sein vertical. Enfin bon, là du coup au bout d'un moment, évidemment,
En gros, il faudrait un ordinateur à la place du cerveau pour analyser toutes ces données-là et les traiter rapidement pour savoir quoi faire. Alors qu'en réalité, je vais vous montrer dans quelques minutes, je vais vous montrer que si on fait les choses sereinement, parce que on sait qu'on n'a qu'une seule chose à la faire à la fois et qu'on sait où le faire, quand le faire et qu'on le travaille à la maison, évidemment, il n'y a pas de secret, vous allez voir que oui, ça peut être au final pas si compliqué que ça, voire très facile. D'autant plus pour les cavaliers expérimentés, si ensuite vous travaillez vos chevaux dans ce sens-là, vous les robotisez un peu dans ce style-là, dans ce schéma-là pour construire vos abords, vous allez voir que peu à peu, grâce au travail, ils commencent à le faire un peu d'eux-mêmes et donc là du coup ça n'est à un moment donné que du bonheur. Donc pour parler de ça concrètement, il faut donc qu'on voit les ingrédients à mettre dans notre marmite pour ensuite pouvoir savourer notre bon abord. Donc les ingrédients, on va appeler ça les paramètres. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais au monitorat militaire et j'avais trouvé ça vraiment très très bien fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette pédagogie-là dont je vais vous parler, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais même pas si c'est lui qui l'a inventé, en tout cas c'est Guillaume Hennequin à l'époque au CSEM qui m'a appris à construire mes abords comme ça. C'est aussi grâce à lui que j'ai fait mes premières B1 à l'époque et j'ai beaucoup de respect pour ce cavalier-là. En tout cas, il m'a beaucoup apporté pendant mon année au CT1 à Fontainebleau. Et donc j'ai toujours gardé ce schéma-là pour construire mes abords et finalement je me suis rendu compte qu'il avait raison, ça devient facile, mais plus encore que c'était un moyen pédagogique pour apprendre aux cavaliers à faire correctement qui était vraiment puissant parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc les trois paramètres, encore une fois on est sur la base des trois, les trois paramètres pour avoir un bon abord et donc du coup pour sauter correctement, là encore vous allez voir, c'est très simple. De l'impulsion, la direction, l'équilibre. Si vous arrivez à réunir ces trois paramètres-là jusqu'au moment où votre cheval va sauter, c'est beaucoup plus facile pour lui de sauter correctement. C'est beaucoup plus facile pour vous de sauter aussi, d'accompagner le saut. Et donc, peu à peu, vous allez pouvoir monter de plus en plus relax parce que vous vous concentrez réellement sur ces trois paramètres-là uniquement. Exit donc quasiment complètement l'histoire de la foulée avec une distance au millimètre par rapport à l'obstacle et sincèrement jusqu'à des hauteurs assez conséquentes pour en discuter avec beaucoup de cavaliers pros. D'ailleurs, dans beaucoup de livres, les cavaliers internationaux et autres le disent, que finalement c'est plus la qualité du galop et la qualité de l'abord qui sont fondamentales par rapport à la place en tant que telle. Donc maintenant, pour revenir à ces trois paramètres-là, l'impulsion, bon, brièvement, l'impulsion, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement, donc la volonté naturelle ou acquise par le travail, qu'a votre cheval de se porter en avant. De toute manière, en équitation, sans énergie, sans mouvement, donc sans impulsion, vous ne pouvez rien faire. Donc là, il n'y a pas de secret. Il vous faut, surtout, on va le voir dans quelques minutes, déterminer, merci Hugo, c'est super sympa, tes conseils sont toujours au top. Simon, merci à toi Hugo. Donc, il vous faut déterminer la vitesse. Hein. Alors, on a toujours un petit peu peur de parler de vitesse en équitation. Alors, ça fait mieux de parler de cadence, de machin. Non, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Quand vous regardez sur le BO de votre épreuve, hein, c'est en mètres minutes. Donc, concrètement, c'est la vitesse dont on parle. Donc, il va falloir qu'on s'imagine ou qu'on détermine la vitesse à laquelle on veut sauter l'obstacle en question. J'anticipe un peu pour tout à l'heure. Et donc, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on ait cette vitesse-là pour aller sauter cet obstacle. Là, on parle de l'impulsion. La direction, bah oui, hein, évidemment, si on ne contrôle pas la direction, et si c'est pas nous qui, si on n'arrive pas à tourner pour mettre le cheval en face de l'obstacle, c'est un petit peu comme quand moi je fais du ski, hein, en bas de la piste je vois le petit sapin et alors tout le long de la piste je me dis je vais me le prendre, bah forcément si je dirige pas mes skis, il y a un moment donné où évidemment hein, je me le prends. Donc là c'est un petit peu le même truc, si on n'est pas maître de la direction et si on tourne jamais ou pas correctement, bah, il y a peu de chances qu'on se retrouve en face de l'obstacle
moins encore qu'on s'y retrouve droit, perpendiculaire et au milieu. La direction est primordiale dans la recherche de la qualité d'un bon abord. Et évidemment, l'équilibre. Alors, là, on va prendre quelques minutes parce que l'équilibre, c'est une notion dont tout le monde parle en équitation. Finalement, c'est un peu comme la légèreté en dressage. Il y a aussi l'équilibre en dressage, hein, bien évidemment. De toute manière, tout est un petit peu lié. Mais alors, l'équilibre à l'obstacle, l'équilibre tout court, tout le monde en parle, mais finalement, personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors, l'équilibre, concrètement, c'est quand le cheval semble porter plus de poids dans ses postérieurs que dans ses antérieurs, que dans ses épaules, qui semble être un petit peu, se mettre un petit peu comme un hors-bord. Et c'est vrai qu'à l'obstacle, c'est plus facile quand les chevaux bougent un petit peu comme ça, avec les postérieurs qui viennent vraiment dessous et le garrot, bloc, épaule, garrot, encolure qui se grandit devant. Ça, c'est l'équilibre. Maintenant, pour parler de manière plus concrète, parce que c'est pas donné à tout le monde de ressentir ça, et surtout c'est pas facile pour tout le monde et pour tous les chevaux de demander ça, d'obtenir plus d'équilibre. Donc moi j'essaie de simplifier énormément les choses, comme ceux qui me connaissent le savent, en expliquant que l'équilibre c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir faire ce qu'on veut avec notre cheval. Donc si on n'a aucune difficulté à avancer, puis revenir, aucune difficulté à tourner à droite, aucune difficulté à tourner à gauche, et concrètement un cheval qui ne s'appuie pas sur les rênes, comme si c'était des cannes ou des béquilles, on a globalement un bon équilibre. Et maintenant, à l'obstacle, pour travailler l'équilibre et pour obtenir plus d'équilibre, je vais tout simplement demander à mes cavaliers d'être dans une idée de légère réduction de la vitesse. Et du coup, en règle générale, ça nous donne un peu plus d'équilibre quand on fait ça. Donc là, on a donc parlé des trois paramètres du bon abord. Donc les trois qualités, on est sur droit, perpendiculaire et au milieu. Et les trois paramètres, les ingrédients pour avoir un bon abord, on est sur l'impulsion, la direction et l'équilibre. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, au fur et à mesure, parce que là je fais un peu un monologue. Mais comme j'aime bien ce sujet-là, c'est vrai que je pars dans mes idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper un peu. Donc, pour revenir sur mon idée et donc mon exercice de une seule chose à la fois, le CSO, c'est facile parce qu'on n'a qu'une seule chose à la fois. Et bien, tout simplement, je vais vous montrer que vous n'allez avoir à vous concentrer et donc à travailler, à améliorer, si vous voulez, que un seul de ces trois paramètres en fonction de là où vous êtes par rapport à votre obstacle. Donc on va imaginer qu'on saute un obstacle à 1 mètre qui est positionné où vous voulez dans la carrière. On va donc découper la distance qui nous sépare, l'endroit où on est. On dit qu'on se met à un bout de la carrière, voilà, on se met là de la carrière, et puis il va falloir qu'on fasse tout ça, hop, et puis notre obstacle est ici par exemple. Donc du coup, à partir du moment où je vous dis qu'on n'a qu'une seule chose à la fois, c'est que du coup on va devoir couper en 3 zones notre distance qui nous reste à parcourir avant l'obstacle. Alors en réalité on va le diviser en 4, je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Donc du coup on part d'ici et on fait un départ au galop. Donc il va falloir que on mette en place le premier ingrédient de notre abord qui est l'impulsion. Donc à partir du moment où on est parti au galop, on ne se soucie que d'une seule chose, c'est de l'impulsion. Alors, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si du coup le cheval il se barre de la carrière, si il est pendu sur les rênes complètement sur les épaules, oui, on se soucie un peu aussi de la direction et un peu aussi de l'équilibre. Mais globalement, si tout est à peu près, comment dire, à peu près acceptable, on ne se concentre que sur l'impulsion. En tout cas, l'impulsion est la priorité absolue à ce moment-là. Donc on est ici. Et donc on va devoir mettre beaucoup plus d'impulsion que ce qu'on a décidé pour sauter cet obstacle-là à 1 mètre. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Admettons qu'on se dise, c'est un exemple, hein, cet obstacle-là on le saute à 20 km/h. Donc ici,
on va devoir galoper, 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 galoper jusqu'à à peu près ici, schématise un petit peu, à une vitesse supérieure à 20 km/h. Mais quand je vous dis supérieure, ça peut être 21, 21 c'est supérieur, ça peut être 22, 23, 15 000, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre capacité un peu plus tard à réduire cette vitesse-là facilement. Si votre cheval est très bien aux ordres, il n'y a aucun souci pour toute cette distance-là, la parcourir à 2 ou 3 fois plus vite que ce que vous souhaitez réellement pour sauter cet obstacle-là. Je schématise, mais on est dans cette idée-là. Et donc, vous prenez le galop et vous galopez plus fort que ce que vous voulez réellement pour ici. À partir de ici, d'accord, on va entamer une zone qui va nous demander de tourner pour être en face de notre obstacle. Donc à partir de ici, donc là on est en train de tourner, on est bien d'accord pour pas rentrer dans la liste de la carrière, mais finalement c'est pas ce tournant là qui va nous mettre en face de l'obstacle, c'est réellement celui-ci. Donc à partir d'ici, on arrête complètement de s'inquiéter de l'impulsion. On l'a mis avant notre paramètre impulsion. Notre ingrédient est bon, comme si on faisait à manger, on a épluché, on a coupé notre impulsion comme on le voulait, maintenant on l'a mis dans la marmite, on s'en inquiète plus du tout. Évidemment, si votre cheval accélère comme un âne, si votre à ce moment-là, si votre cheval accélère comme un âne, ce qui n'était pas grave ici, puisque finalement c'était un peu ce qu'on voulait. Si au contraire il ralentit énormément, évidemment que vous devez faire respecter le paramètre et la qualité du paramètre que vous avez mis en place ici. Donc ici, juste vous vous souciez du respect de la qualité du paramètre impulsion, mais vous ne vous inquiétez plus outre mesure de cela. Pour reporter toute votre concentration sur la direction. Et donc à ce moment-là, ne compte plus qu'une chose, tourner de manière assez qualiteuse pour que ici, quand vous êtes sorti du tournant et en face de votre obstacle, obtenir un cheval qui se retrouve droit dans sa rectitude, perpendiculaire à l'obstacle et au milieu, ici. D'accord? Ce qui vous permettra malgré tout, à la fin de cette zone-là, donc de la zone de direction, de reporter totalement votre concentration sur l'équilibre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, de garder un petit œil quand même sur la qualité de la direction et aussi un petit peu sur la qualité de l'impulsion si votre cheval ne le dégrade pas trop. À partir d'ici, donc vous avez une zone là, donc la troisième zone pour le troisième paramètre, dans laquelle vous allez devoir rééquilibrer votre cheval. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est une notion qui peut être un peu abstraite pour certains. Et ben, pour être sûr de faire des choses et de le faire de manière concrète et de le faire dans le bon sens, c'est à ce moment-là, dans cette zone d'équilibre, que je demande moi à mes cavaliers de se redresser un peu dans leur attitude, même s'ils aiment sauter en équilibre, ils se redressent un peu, et en tout cas, ils vont devoir réduire la vitesse qui a été surenchérie ici, et normalement maintenue ici. Et donc dans cette zone d'équilibre-là, ils vont devoir la réduire pour obtenir la vitesse qu'ils souhaitaient pour sauter cet obstacle-là, alors qu'ils souhaitaient eux ou que leur moniteur leur a dit. Donc, cette zone d'équilibre-là, en règle générale, elle peut être de 4-5 foulées de ligne droite avant le saut. Et donc, une fois sorti de la zone d'équilibre, en fonction de votre niveau d'expertise, en fonction de la place que vous avez en termes de distance qui vous sépare de l'obstacle, vous avez une quatrième zone qui apparaît. Quand vous rentrez dans cette quatrième zone, vous avez mis en place vos 3 ingrédients. Vous devriez normalement plus qu'à attendre le saut. Alors le souci, c'est que quand je dis cela à mes cavaliers, je me retrouve parfois avec des cavaliers qui du coup ne font plus rien. Ah oui, tu m'as dit d'attendre, du coup je fais plus rien. Alors, j'appelle plutôt cette zone-là, donc la dernière zone, ce que moi j'ai appris, on appelait ça l'abord imminent, ou l'abord proche, l'abord imminent. C'est une zone de surveillance. C'est-à-dire que vous avez mis vos 3 ingrédients dans votre marmite, vous avez mis des ingrédients de qualité, vous les avez travaillés, vous les avez mis comme vous le souhaitiez. Maintenant, il vous suffit juste de surveiller la cuisson, tout simplement. Et si jamais, pendant la cuisson, vous vous rendez compte qu'un de ces 3 paramètres-là était dégradé
par le cheval, vous avez encore un petit peu de temps. Alors en fonction du niveau, vous allez même pouvoir justement là voir apparaître, vous voulez. Et donc vous allez pouvoir réajuster un peu ces paramètres. Le cheval qui part un peu trop, ben, on lui dit non, 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 on avait dit 20 km, on reste à 20 km/h. Le cheval qui part un petit peu à gauche ou à droite, non, 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 reviens au milieu. Le cheval qui vient se réappuyer sur les rênes, ben, on remet un petit peu d'équilibre en se redressant. Et donc du coup, vous obtenez un bon abord. Pourquoi? Parce que vous avez mis tout en place dans les 3 premières zones, et dans la 4e zone, vous surveillez sans vous ne prendre le risque d'aller détériorer ces paramètres-là en pensant voir je ne sais quoi. Parce que évidemment que si dans cette zone-là, vous pensez voir que vous allez être un peu trop loin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être accélérer pour gagner un peu de terrain, mais vous ruinez l'équilibre que vous avez mis en place sans doute, et vous ruinez l'impulsion, c'est-à-dire la vitesse que vous aviez déterminée pour sauter cet obstacle-là. Et donc du coup, euh, en faisant ce cheminement-là, déjà, vous en tant que cavalier, vous n'avez qu'une seule chose à faire à la fois. À la fin, vous n'avez plus qu'à surveiller, mais normalement, à moins que pas de bol et que les 3 paramètres soient détériorés en même temps, c'est quand même assez rare et pas de bol, quoi. Et du coup, si vous êtes enseignant, ça vous permet d'apprendre à vos cavaliers à ne se concentrer qu'à une seule chose à la fois, et donc de bien les faire et bien remplir leur marmite avec de bons ingrédients qu'ils ont bien travaillés. Et alors, bonjour Emma, je vous découvre dans cette vidéo, vous expliquez très bien, merci, c'est très gentil, en tout cas c'est rassurant si c'est clair. Voilà, comme c'est vraiment mon trip, j'avoue, parfois je m'enflamme un peu, et en tout cas savoir si c'est bien expliqué, ben c'est un peu le principal. Donc, oui, donc je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler de la sorte? Parce que, comme on le disait au début, on arrive pas à pas à se rendre compte de ce qui est réellement important. Comme on a mis en place les qualités et les bons paramètres pour obtenir un abord, un bon abord, on va peu à peu se rendre compte que, effectivement, comme on s'oblige les premiers temps à ne pas intervenir, nous, pour dégrader les paramètres dans la zone de surveillance, que finalement, si on a un peu d'expérience, on avait vu que c'était un peu loin, mais on nous a dit de ne pas dégrader les paramètres, on ne les a pas dégradés. Et le saut était bon quand même. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, personne n'est stupide. Finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, en fait, voilà, c'était un peu long, c'était un peu près, il s'en est bien tiré, j'ai pas bougé, il s'en est bien tiré. C'est que finalement, c'est quand même pas mal de se dire, sans l'aider, il s'en sort, c'est quand même le but du jeu. Si le but du jeu, c'est de tout faire à leur place, à mon sens, hein, vous descendez et vous faites du 110 mètres haies. Et là, c'est vous qui sautez. Si ça vous amuse, vous mettez une selle sur le dos, un mort. Bon, évitez de mettre le cheval sur le dos, ça risque d'être un peu compliqué. Mais on se retrouve avec trop de cavaliers qui veulent tout faire à la place des chevaux. Et comme je le dis bien souvent, ça c'est un petit secret, vous allez être surpris, les chevaux, je vais vous donner un secret, hein, préparez-vous, asseyez-vous, les chevaux, ils ont 2 yeux. Eux aussi, ils ont 2 yeux. Et quand on saute, c'est quand même sacrément agréable de se dire qu'on peut compter aussi sur leurs 2 yeux pour sauter les obstacles. Alors moi personnellement, mais je pense que tous les cavaliers, là voilà, vous souriez et vous comprenez bien là où je veux en venir, de vous dire que oui, effectivement, ils ont 2 yeux, autant s'en servir au maximum. Moins on aura de choses à faire nous, mieux ce sera, et plus les choses seront faciles pour nous si on leur laisse faire ce qu'ils sont capables de faire. Et donc tout ça m'emmène gentiment à la différence, pour revenir pour ceux qui seraient encore un petit peu, qui ne croiraient pas 100% sur, ça te fait rire Océane, sur cette idée que la place en tant que distance qui nous sépare de l'obstacle est moins importante que la qualité d'un bon abord. Je vais vous expliquer, vous démontrer la différence de la gestion de la place chez le cheval et chez le cavalier. Le cavalier, on va dire, qui n'est pas dans notre optique et qui reste donc sur son idée qu'il faut absolument qu'il écarquille les yeux pour trouver la bonne distance. Donc, le cavalier dont on parle là, hein, celui qui est encore sur l'idée qu'il faut, voilà, moi j'y vois mes foulées, je les vois bien, j'y vois clair, je suis une star parce que je vois mes foulées à 3 foulées, à 4 foulées, ce que vous voulez. Lui,
il va galoper. Il part au galop, il galope, tac, il tourne, il se met en place en face de l'obstacle et du coup il va essayer de juger de la distance qui va le séparer de la dernière, de la battue d'appel à l'obstacle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jauger un petit peu en disant voilà, à partir de là maintenant il va me rester 4 foulées par exemple s'il voit à 4 foulées. Et du coup il va se dire ok, la quatrième de ces foulées-là va m'amener à peu près à tel endroit, donc on va être séparé de telle distance de l'obstacle. Je suis bien, je touche à rien. Je suis un petit peu trop loin, je vais ouvrir un peu mon cheval pour aller chercher un peu de distance. Je suis trop près, je vais me redresser, je vais serrer les doigts sur les rênes pour le reculer un peu. Là, je vous parle, attention, d'un cavalier qui voit bien et clair ses foulées, ce qui n'est pas totalement un handicap, mais d'un cavalier qui réagit très très bien. Parce que nombre de fois, nous avons le cavalier qui voit qu'il va être un peu loin, donc du coup, comme il s'inquiète, il remet un grand coup la main au lieu d'ouvrir un peu les doigts et il claque une foulée de plus. Et donc là, le cheval, il se retrouve empalé dans l'obstacle. Ou au contraire, il voit qu'il va être un peu près, au lieu de se redresser et de reculer son cheval pour lui donner de la place, qu'est-ce qu'il fait? Il huche un grand coup pour supprimer cette dernière foulée qui existait, et donc du coup il met son cheval bien à plat, voire il prend le risque de faire Georgette et ainsi de suite. Parce que ce cavalier-là raisonne en termes de distance qu'il va le séparer de l'obstacle par rapport à la battue d'appel. Le cheval, lui, réagit totalement différent vis-à-vis de l'obstacle. Je vais prendre le cas simple à imaginer d'un cheval, j'espère que vous avez tous vu ou fait sauter un cheval en liberté. Donc vous mettez votre dispositif et vous mettez qu'un obstacle isolé. Si on leur pré-règle les sauts avec des petits cavaletti avant, évidemment, ma démonstration tombe un peu à l'eau. Vous demandez à votre cheval de partir au galop, il va partir au galop en fonction de ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez d'aller plus vite, il va aller un peu plus vite, ou sinon vous le laissez faire, vous imaginez, vous le laissez faire. Il galope, il ne sait pas qu'il y a un obstacle à sauter, donc il ne se prend pas la tête, il galope, il tourne, il y a un obstacle à sauter dans tant de distance, dans tant de mètres, il y a un obstacle à sauter. Le cheval, lui, il va pas du tout essayer d'analyser si sa battue d'appel va être à tel ou tel endroit par rapport à l'obstacle. Le seul truc qu'il va analyser, c'est de se dire, voilà, à partir de maintenant, il va me rester 4 foulées et je décolle. Donc le cheval, il va se dire, ok, dans 4 foulées, je décolle. Un petit peu comme quand nous, on marche dans la rue, on a un trottoir, on va pas vraiment faire attention à si on va être trop près, trop loin du trottoir. On va savoir à quel lever notre pied pour pas se casser la figure de manière un peu naturelle. Lui, c'est pareil. Il a assez vite analysé qu'au bout de 4 foulées de galop, il allait devoir sauter l'obstacle. Au même temps qu'il s'approche de l'obstacle, il va lui aussi voir, hein, ils ne sont pas complètement stupides, il va lui aussi voir s'il est un peu trop près, un peu trop loin ou normal par rapport à l'obstacle. Mais il ne va pas du tout s'en inquiéter comme nous on s'en inquiète. La preuve en est que je connais très peu, pour pas dire aucun, et du coup m'attirer les foudres du seul cavalier qui me regarde et qui lui en connaît un, je connais aucun cheval, qui va se dire, oulala, dans 4 foulées je serai trop loin, donc je vais agrandir mes foulées pour être bien et sauter bien. Attention, prenez pas l'exemple du cheval qui va accélérer pour sauter parce que c'est un petit peu dans sa nature. Je parle bien du cheval qui galope normalement. Vous voyez, vous, qu'il va être un peu loin s'il change rien. Et donc de lui-même, il se dit, attends, pour sauter bien et être pile poil à la bonne place, je vais agrandir mes dernières foulées et du coup, je serai bien. Non, lui, il a vu qu'il y avait 4 foulées, il va prendre 4 foulées en compte et il va sauter. A contrario, il se rend compte, le cheval, qui va être trop près. Donc du coup, vous voyez bien que dans ces 4 dernières foulées, il se redresse, il se redresse, il se redresse pour dire oh non, bah là, je vais gagner un petit peu de place. C'est pas vrai non plus, aucun cheval ne fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire par contre? Le cheval qui va se retrouver à voir qu'il va être trop près. En fait, déjà, il le voit un petit peu qu'à la fin parce qu'il s'en inquiète pas tant que ça. S'il est doué, effectivement, qu'au dernier moment, dans la dernière foulée, il va se redresser un grand coup, mais c'est surtout en réalité parce qu'il a pris en compte que, avec les paramètres qu'il a, les paramètres d'impulsion, les paramètres de direction et les paramètres d'équilibre, là on parle de, il est en liberté le cheval, hein. Donc c'est un peu sa manière dont il est lui-même. Donc l'impulsion, c'est vous qui l'a créé souvent avec la chambrière, la direction, comme il est dans le couloir, bon bah il est en face de l'obstacle, et l'équilibre, c'est un peu comment il va bouger de lui-même. Il va se dire, en prenant en compte qu'il me reste que 4 foulées, que mon obstacle est de telle hauteur, et que du coup là, au dernier moment, je suis un peu près de l'obstacle, je vais devoir lever rapidement mes épaules pour faire un saut beaucoup plus en cloche que s'il n'y avait pas de nécessité.
A contrario, s'il est un petit peu loin, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas changer son galop ni l'amplitude de ses foulées pour être un peu plus près de l'obstacle. Non, le seul truc qu'il va faire, c'est qu'il va analyser que puisqu'il est un peu trop loin de l'obstacle, je vais devoir peut-être, je vais faire l'effort de lever un peu moins vite et un peu moins haut mon garrot et mes épaules, mais par contre, je vais devoir pousser plus fort avec mes postérieurs pour pas m'écraser dedans. Donc on est réellement sur deux gestions de l'abord d'un obstacle complètement différentes. Le cheval, lui, va se concentrer sur le nombre de foulées qu'il va devoir faire. Puis, puisque, a priori, dans leur tête, il n'y a rien qui va brouiller les paramètres, comment utiliser leur corps au mieux et quel point fort, sur quel point fort ils vont devoir s'appuyer pour sauter l'obstacle correctement. Là où le cavalier, lui, va prendre le risque de ruiner tous ces paramètres pour obtenir une place en termes de distance le plus idéal possible dans son imagination. Donc, voilà un petit peu ce que moi je peux vous en dire. Et donc, encore une fois, ça me permet de me raccrocher à mon idée fixe que c'est facile si on s'enlève de l'idée que c'est le point final qui est déterminant pour, au contraire, se concentrer sur tous les ingrédients et ensuite n'avoir plus qu'à les surveiller la cuisson et savourer le bon abord. Alors, pour terminer avec un petit exercice, je vais même vous en donner deux. Premièrement, pour les cavaliers qui s'inquiètent toujours de la place, montez-vous un petit parcours chez vous, 4-5 obstacles maximum. Je veux que vous arrêtiez de vous inquiéter de la place et que vous vous rendiez compte que ce n'est pas, que ce n'est pas le Graal. Le Saint Graal, c'est pas la place. Donc, vous montez votre petit parcours, 5-6 obstacles chez vous, mettez pas de complications avec des combinaisons ou autres, 5 petits isolés, 6 petits isolés, c'est parfait. Obstacle, auxerre, vertical, peu importe, à la hauteur. Vous mettez la hauteur à laquelle vous êtes sûr que vous-même, et ne vous mentez pas, vous êtes seul chez vous, on s'en fiche, à la hauteur à laquelle vous êtes sûr que vous n'allez rien changer du tout, même si vous voyez que c'est trop loin, même si vous voyez que c'est trop près. La hauteur qui vous permet avec votre cheval de vous dire là, je suis capable de me mettre un peu en équilibre, voire même à quatre pattes dessus, les rênes un peu en guirlande, prendre le galop et sauter, peu importe ce qui sort. Pour être sûr de votre coup, vous baissez encore de 10 cm. Moi, c'est ce que je fais faire à mes cavaliers, comme ça au moins je sais que je suis tranquille là-dessus, il n'y a pas de le côté appréhension. Et pour rien vous cacher, c'est aussi ce que je fais avec mes chevaux, même mes chevaux de concours expérimentés, quand je veux vraiment les travailler dans le relâchement total pour qu'ils se prennent en compte 100%, et que je suis sûr que je ne veux pas, même inconsciemment, entre guillemets, les aider. Et vous faites votre parcours une fois ou deux comme ça, pour vous rendre compte que oui, sur le 2, c'était un peu long, mais j'ai pas bougé, c'était trop petit, j'allais pas m'embêter à bouger. Puis sur le 4, on était empalé dedans. Oh, j'ai pas bougé non plus, il s'en est débrouillé. C'est ça que je veux que vous preniez conscience, c'est qu'ils vont s'en débrouiller. Plus vous allez les entraîner dans cet état d'esprit, plus ils vont se prendre en compte, non seulement, donc ils vont progresser parce qu'ils se prennent en compte, mais ils vont surtout progresser, et ça il faut que vous preniez conscience de ça, ils vont surtout progresser parce que vous arrêtez, vous, de changer les paramètres, pensant les aider parce que vous voyez que ça va être comme ci et ça va être comme ça. Et il n'y a rien de pire pour un cheval, c'est quand on essaie de l'aider et finalement on va contre les laisser sauter aisément parce qu'on les laisse tranquilles. Un petit peu comme quand on court dans la cour de récré avec le sac à dos sur le dos et au moment de marcher une petite marche, il y a le copain qui vous pousse un grand coup dans le dos parce que en tant que cavalier vous pensiez qu'il fallait aider votre cheval, du coup vous vous prenez les pieds dans la marche. Et donc le deuxième exercice, donc là il va être plus pour si vous avez passé le cap de croire en ce que je dis. Alors bonjour Delphine sans doute, merci pour ces belles piqûres de rappel qui font toujours du bien, même si c'est pas toujours facile de les mettre en place dans la vraie vie. Top live, merci. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile, bien souvent parce qu'on ne prend pas le temps de revenir un peu sur des exercices simples avec surtout des hauteurs petites et que du coup, alors le cavalier amateur classique en règle générale il saute une seule fois par semaine et donc c'est un peu frustrant de se dire cette seule fois on saute tout petit. Et alors déjà ça c'est un autre conseil que je vous donne, sauter au moins 2 fois par semaine, une petite pour travailler des éléments techniques et où finalement c'est même pas de l'obstacle, c'est des cavaletti,
Et une deuxième fois où là, vous pouvez soit gymnastiquer, soit sauter hauteur concours. Déjà, ça vous enlèvera beaucoup de soucis en piste de trop peu de fois où votre cheval saute. Et ça, on a tendance en France de le négliger parce qu'on a envie de les préserver. Du coup, on se retrouve en piste avec des chevaux qui sautent tellement peu souvent finalement que sauter n'est pas leur discipline. Sauter, c'est un petit peu inhabituel pour eux. Ça, c'est un petit conseil entre nous. Donc, mon petit exercice tout bête pour mettre en place ce dont je vous parle depuis une heure déjà, quand même, bientôt. Vous positionnez votre verticale ici, là, dans votre carrière, comme je vous l'ai dit, et vous allez prendre votre départ au galop ici. Donc, vous posez deux petits plots pour le départ au galop, ou une barre au sol le long de la piste. En fait, il va falloir, comment dire, délimiter, matérialiser les zones. Donc, ici, on met deux petits plots. Hop, hop, hop. Ici, on met deux petits plots. Ici, on met deux petits plots. Ici, on met deux petits plots. Et ici, il y a notre verticale. On rentre dans la zone au galop, départ au galop, et on se force à se dire, cet obstacle-là qu'on veut sauter à tant de km/h, on se force à aller beaucoup plus vite, jusqu'ici. Et on ne se concentre que là-dessus. Je me force à aller vite, voire très vite, en me mettant en équilibre s'il faut, peu importe, hein, comme vous aimez travailler, mais vous vous forcez. Quand vous terminez, donc quand vous passez dans cette zone-là, hop, exit l'inquiétude ou en tout cas le travail de l'impulsion pour rentrer dans le travail de direction et vous ne vous concentrez plus que là-dessus. Jusque ici, et donc vous êtes rigoureux avec vous-même, hein, entre vos deux plots là, est-ce que je suis droit, perpendiculaire et au milieu? Oui, non. Si c'est non, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Normalement, votre cheval n'a pas dû vous dégrader, ou en tout cas il n'a pas dû vous dégrader tant que ça, l'impulsion que vous avez travaillé ici. Quand vous rentrez dans cette zone-là, donc vous sortez de la zone, à ce moment-là, vous sortez de la zone de direction, vous entrez dans la zone d'équilibre, eh bien, vous réduisez la vitesse. Pour obtenir la vitesse en sortie de zone d'équilibre, vous devez avoir la vitesse que vous aviez déterminée pour sauter. Donc vous sortez de cette zone d'équilibre avec l'ensemble de vos paramètres qui ont été travaillés de manière très rigoureuse, et donc vous n'avez plus qu'à surveiller, entre guillemets, que rien n'est dégradé jusqu'au saut, peu importe la distance, la foulée. Et donc là, vous pouvez les premiers temps mettre juste une barre au sol, vous entraînez juste avec une barre au sol, et ensuite peu à peu monter jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Petit paragraphe de plus là-dessus, et ensuite je réponds à la question qui m'est posée. À la réception de votre premier saut, vous êtes déjà dans la zone d'impulsion pour préparer le deuxième obstacle. Donc voilà, donc ça, on est bien d'accord que c'est un exercice qui va vous permettre de schématiser et de robotiser l'ensemble de vos abords. On est dans de la généralité, dans de la base, dans du travail de base. Évidemment, si vous voyez cette vidéo et que demain vous êtes en concours, ce n'est pas le moment de faire ça. Il faut prendre le temps de mettre en place ces nouveaux codes pour vous-même et pour votre cheval, qu'il se rende compte que, ok, fini le moment où vous détériorez tout parce que vous pensez avoir vu, et que peu à peu, vous allez lui laisser de plus en plus d'autonomie. Et ça, vous savez que c'est un grand leitmotiv de Terre de Sport Équestre. Travailler, faire les chevaux, que nos chevaux soient des partenaires, c'est leur laisser le plus d'autonomie possible, pas tout faire à leur place. Alors, j'écoute attentivement ce que vous dites, très intéressant, merci, mais avec les jeunes chevaux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les préserver plutôt que sauter que 2 fois? Alors, la réponse est claire, pour moi, non, parce que le souci, c'est quoi? On parle avec moi, on parle toujours très honnêtement. Le souci, c'est qu'on est tous gourmands. Si vous sautez une fois par semaine, vous allez sauter, vous savez que vous ne ressauterez pas avant une semaine. Donc, vous allez être tenté de sauter un petit peu haut, un petit peu machin, un petit peu bidule, parce que vous vous dites, ok, là, il y a la saison de concours, elle arrive dans tant de mois, par exemple, vous n'avez pas, si le cheval il a 4 ans ou 5 ans, vous n'avez pas 10 ans pour le préparer. Donc, vous allez être, sans nul doute, si vous voulez, pressé de faire les choses une fois par semaine. Que si vous vous dites, vous avez 2 fois par semaine de séance de saut d'obstacle, et bien en fait, vous avez 2 fois plus de temps, donc finalement, vous allez être 2 fois moins pressé. Mais attention,
c'est pour ça que j'explique bien ça. Je parle de 2 séances où on saute, mais pas, vous ne faites pas dans la même semaine 2 fois la même séance que vous feriez si vous ne sautiez qu'une fois par semaine. Et c'est donc bien pour ça que moi, je recommande, et moi c'est ce que je fais avec mes chevaux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc mes chevaux expérimentés, ils sautent quasiment jamais à la maison la hauteur concours, quasiment jamais, et encore moins en période de concours. Tout simplement pour éviter de sauter inutilement. Mais en sautant 2 fois par semaine, je vais privilégier une fois par semaine, en règle générale je fais ça le mardi, des cavaletti, donc un cheval, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée concret, hein. Les chevaux qui sautent les grands prix pro, donc qui sautent 1m30, 1m35, on va sauter des cavaletti à voilà, 60 cm, 70 cm grand max. Donc le cheval plus jeune, lui, il va se retrouver à sauter entre 40 et 50 cm. Là, physiquement, vous pouvez sauter, il n'y a aucune incidence sur son physique à ces hauteurs-là. Mais par contre, dans cette séance-là, je vais privilégier le contrôle. Donc ça va être peut-être par exemple soit une petite ligne de cavaletti, par exemple verticale de foulée, verticale de foulée, verticale, ou un tout petit parcours de 4-5 petits cavaletti, où du coup je vais demander au cheval en fait de respecter un galop rassemblé d'un bout à l'autre du parcours, puis essayer avec un galop moyen d'un bout à l'autre du parcours, et puis revenir sur un galop rassemblé d'un bout à l'autre du parcours. Donc là je travaille vraiment que la partie contrôle finalement. Et ensuite, la deuxième séance, donc en règle générale, je fais ça en fonction des chevaux, soit le jeudi, soit le vendredi, où là, du coup, on va partir soit dans du travail en vue de sauter plus haut, donc de les préparer à sauter plus haut, soit dans du travail de gymnastique. Et donc là, donc, si un cheval qui a envie de sauter plus haut, donc j'entends jamais enchaîner un parcours, moi je fais quasiment jamais ça. Donc ça va être des séances avec des isolés ou combinaisons, et donc du coup je vais sauter peut-être jusqu'à hauteur concours, s'il n'y a pas concours pour ces chevaux-là de manière imminente, ou de la gymnastique, où là du coup bah, évidemment on va sauter un peu plus haut que des cavaletti pour les forcer à se gymnastiquer. En sachant que quand j'ai concours le week-end, je ne fais que la petite séance de cavaletti du mardi. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, est-ce que pour les préserver, il ne vaut pas mieux sauter une fois plutôt que deux? Je vous dirais non, tout simplement parce qu'à mon sens, il vaut mieux les entraîner 2 petites fois par semaine à l'obstacle plutôt qu'une fois fort, parce que malheureusement on est tous un peu gourmands et qu'on sait qu'on n'aura pas une autre séance. Et je vais vous donner un exemple assez, assez parlant. Le cheval de dressage, lui, s'entraîne pour sa discipline tous les jours. Le cheval d'obstacle, lui, surtout en France et au niveau amateur, ne s'entraîne pour sa discipline. Donc là, j'entends dans le spécifique, pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais la différence entre travail de base et travail spécifique. Le cheval d'obstacle s'entraîne, lui, pour sa discipline qu'une seule fois par semaine. Donc du coup, on va souvent loin, comme on n'a qu'un entraînement par semaine. Et c'est là où, pour répondre à votre question, on va parfois un peu trop loin, trop fort dans l'entraînement. Et là, du coup, effectivement, on a une incidence sur sa croissance, tout simplement parce que si vous savez que vous allez sauter en fin de semaine, vous n'allez pas être trop gourmand le mardi, par exemple. Et si vous savez que vous allez ressauter le mardi, vous n'allez pas être trop gourmand comment dire, le vendredi ou le jeudi, tout simplement. Alors, il y avait une autre question qui m'a été posée. Je vais essayer de voir si je peux revenir en arrière. Ah oui, j'arrive à faire ça. Alors, c'est Estelle. Merci pour les conseils. Alors, pour ceux qui ont pris la vidéo en route, oui, donc là, il va falloir que j'y aille parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur par ma femme. C'est nos derniers jours de vacances. Donc, oui, Estelle, toutes les vidéos, je les remets, donc tous les lives, je les remets sur YouTube. Donc là, vous allez pouvoir aller directement sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir le live. On a fait un live début de semaine on a parlé des différentes attitudes sur le plat et de leur incidence sur l'équilibre, tout ça. Et donc celle-ci sera sans doute soit ce soir, soit, soit demain
sur la chaîne YouTube Terre de Sport Équestre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo et d'avoir pas mal interagi avec moi. Ça fait toujours plaisir. Du coup, là, je sais pas quand c'est que je pourrais vous refaire un petit live parce que bah, du coup, je vais prendre le chemin du retour des vacances et donc le quotidien des écuries va reprendre un petit peu. En attendant, bah, merci beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet terredesportequestre.com pour faire un petit peu de pub. J'ai créé un défi qui en fait est tout simplement Oui, merci Audrey, c'est très gentil de partager. Merci à toi. Donc le défi Terre de Sport Équestre, en fait, ça vous permet de connaître séance après séance ce qu'on fait avec nos chevaux et notamment nos nouveaux chevaux pour les avoir le plus agréable possible. Donc j'ai appelé ça le défi votre cheval plus léger en moins de 30 jours parce que vous allez voir que notre méthode nous permet de travailler notre cheval et de l'avoir plus agréable à monter tout simplement en, en peu de temps. Voilà, en peu de temps. Donc, comme j'aime le dire, ce n'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. J'ai juste eu la chance d'avoir de multiples enseignements qui m'ont permis de synthétiser un petit peu ce qui me paraissait être le mieux dans tout. Et donc voilà, donc vous avez ce défi-là qui est disponible, donc vous pouvez le trouver sur mon site internet terredesportequestre.com où vous allez recevoir tous les jours pendant un mois un mail qui vous explique la séance à faire. J'essaie d'être assez explicite, les gens sont assez contents. Et j'ai également un livre que je propose où là donc j'ai recensé les 22 défauts les plus courants, donc 11 à l'obstacle, 11 sur le plat. Donc le cheval qui tire, le cheval qui refuse, le cheval qui manque un peu de respect à l'obstacle, le cheval qui se tend pas sur le plat, enfin voilà, tous les plus grands soucis, les plus courants en tout cas qu'on peut rencontrer, avec une petite explication sur les causes et des exercices pour les améliorer. Donc ça c'est un livre qui est disponible sur Amazon en livre papier, mais également en e-book. Encore une fois, vous allez pouvoir trouver ça à partir de mon site terredesportequestre.com. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Le prochain thème abordé, on me pose la question. Moi, j'ai pas encore choisi. Donc là, jusqu'à présent, c'est moi qui choisissais. Si vous avez des envies particulières, en essayant d'être un peu généraliste pour intéresser le plus de monde, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me contacter via le messenger de la page Facebook Terre de Sport Équestre. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Salut!